Bonjour à tous pour ce 9e épisode de ces films que vous ne verrez jamais. Et comme vous pouvez le voir, je ne suis pas chez moi pour tourner la vidéo, mais au magasin Shop4Geek. Alors Shop4Geek, qu'est-ce que c'est? C'est un magasin qui vient de s'implanter à Strasbourg et qui est spécialisé dans tout ce qui touche à la pop culture. Manga, comics, accessoires, figurines, jeux de société, objets de décoration, bref, une vraie mine d'or pour tout geek qui se respecte. 16 rue des Serruriers à Strasbourg, le lien sera dans la description. Aujourd'hui, épisode un petit peu spécial, après l'épisode 4 sorti l'année dernière où on s'attaquait aux adaptations de jeux vidéo avortés. Cette fois-ci, on s'attaque à un type de film que vous connaissez bien puisque c'est bien ancré dans l'industrie cinématographique depuis, au moins 30 bonnes années, le film de super-héros. Mais, parce qu'il y a un mais, si le film de super-héros fait partie intégrante du cinéma de divertissement aujourd'hui, il fut un temps où faire un film de ce genre était plus compliqué, encore que l'annulation récente de Bad Girl, dont je reviendrai sûrement un jour dans cette émission, montre que même encore aujourd'hui, rien n'est acté dans ce type de production. Car des projets avortés en rapport avec le film de super-héros, il y en a eu plein, donc je ferai sûrement beaucoup plus d'épisodes sur cette thématique. Amis de DC, amis de Marvel, préparez-vous à pleurer un bon coup à travers 3 projets vraiment intéressants sur le papier, mais qui, comme d'habitude, le destin en a décidé autrement. Au programme aujourd'hui, la chatte la plus connue en solo de l'univers Batman, je savais pas comment le dire autrement, une version sombre et violente du héros aveugle de chez Marvel, et la plus grande équipe de super-héros de l'univers DC, vue par le réalisateur de Mad Max. Rien que ça. Vous êtes prêts? C'est parti pour ces films que vous ne verrez jamais, épisode 9, spécial super-héros. Numéro 1. Catwoman par Tim Burton. En 1989, Batman sort sur les écrans et en pleine Batmania, le film est un méga succès rapportant plus de 400 millions de dollars de recettes à travers le monde. Devant un tel carton, Warner Bros commande très rapidement au réalisateur d'Edouard Romain d'Argent une suite, sachant qu'à côté, une série d'animation était en préparation. Si dans le premier volet, Batman était confronté à son némésis, le Joker, cette fois-ci, c'est au tour du pingouin d'entrer dans la danse. Mais pas que, puisqu'il est également présent un personnage auquel on ne s'attendait pas forcément, Catwoman. Créée en 1940 par Bill Finger et Bob Kane, Selina Kyle est un personnage très complexe car ayant toujours été pris dans un entre-deux. D'un côté, son envie insatiable de voler des bijoux d'une valeur inestimable pour assouvir ses besoins personnels, et de l'autre, sa relation chaotique quelque peu amour-haine avec la chauve-souris, l'amenant à être soit du bon ou du mauvais côté de la loi. Une femme fatale fascinante, mixant élégance, sensualité et indépendance, et qui devant la popularité grandissante du personnage, lui permet d'avoir sa propre série de comics à partir de 1989. Après Julie Newman et Eartha Kitt dans la série des années 60, c'est Michelle Pfeiffer sur grand écran qui revêt le costume de Catwoman suite à la grossesse de l'actrice Annette Bening, le premier choix du studio, d'affronter Batman aux côtés de Danny DeVito dans le rôle du pingouin. Batman le défi sort en 1992 et comme son prédécesseur est un beau succès, mais il rapporte moins avec seulement 266 millions au box-office mondial, surtout qu'à sa sortie, il y avait peu de concurrence. Donc forcément avec des chiffres quelque peu décevants pour le studio et les quelques critiques jugeant le film trop sombre ou trop axé sur le sexe, McDonald's décidera même d'annuler la fabrication de jouets prévue pour la promotion du film. Devant cette situation, les dirigeants de Warner Bros vont petit à petit évincer Tim Burton d'un éventuel Batman Forever, préférant un Joel Schumacher plus malléable pour mettre en scène une production tout public. La suite appartient à l'histoire. Cependant, Tim Burton, si Batman est derrière lui, il n'en a pas pour autant fini avec son univers, puisque dès 1993, soit un an après Batman le défi, se murmure un projet, vous savez, ces trucs qu'on bouffe depuis quelques années pour justifier les univers étendus, un spin-off sur le personnage de Catwoman. L'histoire aurait d'abord tourné sur son traumatisme suite aux événements de Batman le défi. Selina Kyle est devenue amnésique et devant la violence omniprésente de la ville de Gotham City, décide de quitter la ville pour séjourner à Oasisbourg, une station balnéaire où règne un groupe de super-héros qui n'a d'héros que de nom. Petit à petit, les souvenirs vont ressurgir et Selina va revêtir son costume de Catwoman pour les affronter. Un discours assez macho qui aurait pu s'amuser du mythe sur les super-héros masculins. Bien sûr, Michelle Pfeiffer aurait repris son rôle et Daniel Waters, qui devait déjà bosser avec Tim Burton au début des années 90 sur un potentiel Beetlejuice 2, est chargé d'écrire le scénario. Sauf que le projet Catwoman va s'écrouler en 1995. La cause, ironiquement, Batman Forever. Spectacle beaucoup plus familial avec un Gotham moins sombre et plus coloré, sans oublier son casting en vogue à l'époque, Val Kilmer, Nicole Kidman, Tommy Lee Jones et surtout un Jim Carrey totalement déjanté en homme mystère. Batman Forever rapporte 100 millions de plus que Batman le défi et forcément ce qui devait arriver arriva,
Le studio préfère garder ce ton plus léger pour le 4e volet Batman et Robin avec le résultat que l'on connaît. Les gens associés au projet Catwoman commencent à voir ailleurs, Tim Burton en premier sur Mars Attack. Michelle Pfeiffer essaiera tant bien que mal de se battre pour développer le film, mais peine perdue, et il était même un moment prévu que Ashley Judd la remplace après avoir abandonné. Finalement, un film Catwoman déboule sur les écrans en 2004 avec Halle Berry dans le rôle titre. Une bouse infâme pour tout fan de comics, récompensé par plusieurs Razzie Awards, comme quoi se déhancher de façon sexy devant les caméras ne suffit pas à avoir du succès. Numéro 2, Daredevil Born Again par Joe Carnahan. Créé en 1964 sous la houlette du légendaire Stan Lee, le démon de Hell's Kitchen a eu plusieurs itérations à l'écran, de Rex Smith dans le procès de l'incroyable Hulk en 1989 à Charlie Cox récemment. C'est surtout son adaptation en 2003 avec Ben Affleck dans le rôle titre qui a permis au personnage d'être mis en avant. Réalisé par Mark Steven Johnson, le film, même s'il a été quelque peu réévalué au fil des années grâce à sa director's cut, n'est pas extraordinaire. La faute à un scénario peu inspiré, des acteurs en roue libre et une mise en scène clipesque juste insupportable, et je parlerai même pas de son spin-off centré sur Elektra tout aussi pourri. Dès lors, un reboot du personnage semble nécessaire. Car si le film a été un modeste succès, une suite aurait été dans les tuyaux, mais Ben Affleck, déçu du résultat, aurait demandé une vision plus sombre et respectueuse du comic book, ce qui ne se fera pas. L'acteur claque la porte et jure qu'il n'interprétera plus jamais de super-héros à l'écran. Dès lors, la 20th Century Fox, détentrice des droits du personnage, tente de proposer une nouvelle version du super-héros. David Slade, réalisateur de 30 jours de nuit, est associé au projet mais quitte rapidement le navire. Or, c'est la merde. Pourquoi? Car Disney a racheté Marvel et depuis Iron Man en 2008, développe un cinématique universe ultra rentable. De fait, la Fox doit impérativement sortir un film avant le 10 octobre 2012, date à laquelle les droits du personnage reviendront à la firme aux grandes oreilles. C'est alors qu'un certain Joe Carnahan débarque avec un projet hautement ambitieux pour sauver les meubles. Découvert en 1998 au festival de Sundance avec Blood, Guts, Bullets and Octane, il a depuis confirmé tout le bien que l'on pensait de lui en enchaînant avec Narc en 2002 et le génial Mise à Prix en 2006. Alors je vais pas développer davantage sur Joe Carnahan car je ferai prochainement un Mr. Cult sur un de ses films, mais je vous conjure vraiment à découvrir sa filmographie, ça vaut vraiment le coup. C'est pour moi l'un des cinéastes les plus sous-estimés à Hollywood. S'adaptant avec succès en termes de franchise avec l'adaptation en 2010 de l'Agence Touriste, dirigeant Liam Neeson, qu'il retrouve 2 ans plus tard pour son chef-d'œuvre Le Territoire des Loups. Il se présente devant les exécutants de la Fox, armé d'un pitch et d'une bande démo, et propose d'adapter Born Again, une série de comics centrée sur Daredevil et écrit par monsieur Frank Miller. Paru en 1986, l'histoire racontant l'affrontement entre Daredevil et le Caïd après que Karen Page, l'ex-copine de Matt Murdock, et malencontreusement révéler l'identité du super-héros. Se sentant trahi, Matt va mener son enquête et va petit à petit ressasser son passé, de son enfance difficile à son accident qui va lui octroyer des pouvoirs extraordinaires. Une histoire à fort potentiel et dont Joe Carnahan exige plusieurs choses. Déjà en faire une œuvre plus adulte avec un classement R, pour un ton plus sombre et une violence plus graphique, mais surtout en faire une trilogie où chaque film se déroulerait à une époque définie. Le premier en 1973, le deuxième en 1979 et le troisième en 1985. Le tout agrémenté d'une bande originale ancrée dans son époque. Joe Carnahan aurait également voulu Joel Edgerton dans le rôle titre, vu dans Warrior aux côtés de Tom Hardy. Personnellement, je trouve ce choix plutôt intéressant. Mais ce qui va planter le projet, ce sont pas les ennemis de Daredevil, le scénario, le casting, le travail d'adaptation et tout ça. Enfin, si dans une certaine mesure, mais le principal problème, c'est le temps. Car quand Joe Carnahan débarque avec son projet d'adapter Born Again, il reste seulement 2 mois avant la date butoir du 10 octobre 2012. Impossible en 2 mois de boucler le film à temps. La Fox demandera bien à Disney de rallonger la date, mais Mickey se réjouira à leur répondre No! 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 Le délai est trop court, le studio s'avoue vaincu et Disney peut tranquillement profiter de la récupération des droits du personnage. En effet, en 2015, Marvel Studios sort une série télévisée Daredevil distribuée par Netflix mais intégrée à son univers cinématographique. Cependant, malgré des bonnes critiques et des dérivés comme The Defenders ou Punisher, la série est injustement arrêtée au bout de la 3e saison. L'avenir du personnage est inscrit en pointillé et on avance clairement à l'aveugle. Faut vraiment que je travaille mes blagues, moi. Surtout que Kevin Feige, la tête pensante du MCU, annonce quelques temps après que les séries Netflix n'étaient finalement pas canon. Mais retournement de situation, il est annoncé que Charlie Cox reprendra son rôle de Daredevil après son caméo dans Spider-Man Far From Home et son apparition dans She-Hulk. Il reviendra dans une nouvelle série faisant suite à celle sortie en 2015 et qui s'intitulera, je vous le donne en mille, Born Again.
comme par hasard. De là à dire que Disney aurait emprunté certaines idées de la vision de Joe Carnahan? Non, ils oseraient pas. En tout cas, si vous voulez voir à quoi aurait ressemblé son adaptation, les concept art sont facilement trouvables sur internet. Numéro 3, Justice League Mortal par George Miller. En 2007, alors que le concurrent Marvel Cinematic Universe n'est pas encore lancé, Warner Bros a le projet fou de lancer un film sur la Ligue des Justiciers, permettant, outre les deux icônes que sont Superman et Batman, de mettre en avant Flash, Aquaman, Wonder Woman et j'en passe. Et pour faire baver les fans, le studio fait appel à un cinéaste qui vient de leur rapporter un beau petit pactole avec le film d'animation couronné aux Oscars, Happy Feet. George Miller, oui, George Mad Max Fury Road Miller, rien que ça. Réunis sous la houlette du scénariste Gardner Fox en 1960, la Ligue des Justiciers est la plus grande équipe de super-héros de l'univers DC, composée entre autres de Superman, Batman, Wonder Woman, Flash, Green Lantern, Aquaman et John Jones, le limier martien. Voici pour les récurrents. Bien sûr, d'autres se rajouteront au fil des années comme Green Arrow, Hawkman, Plastic Man, Black Canary, Atom, Captain Marvel, Dr. Fate, bref, il y en a d'autres. Mais en fait, comme les Avengers chez Marvel, tous les super-héros de DC Comics ont été au moins une fois dans la Ligue des Justiciers. Surtout, Warner Bros, plutôt que d'abord proposer des films solo avant de les réunir, passe directement par la case Justice League, car estimant que le public connaît suffisamment les personnages popularisés par des décennies de feuilletons télévisés, argumentant qu'un cinéaste aussi talentueux que George Miller peut les faire briller à l'écran sans avoir eu à les introduire auparavant. Et alors que la grève des scénaristes commence à pointer le bout de son nez, la production se développe à un budget de 250 millions de dollars. Pour le casting, George Miller privilégie des jeunes pousses ou des acteurs capables de s'imprégner au mieux de leur rôle plutôt que des top stars. Armie Hammer en Superman, DJ Cotrona en Batman, le rappeur Common en John Stewart, le deuxième Green Lantern de la Terre, Adam Brody en Flash. Il était également prévu que le regretté Anton Yelchin enfile le costume de son successeur Wally West, Hugh Case Byrne en limier martien, Santiago Cabrera en Aquaman et Megan Gale en Wonder Woman. Ça, c'est du côté des héros. Pour les méchants, on aurait eu Teresa Palmer en Talia al Ghul et Jay Baruchel en Maxwell Lord. Pour l'histoire, après avoir introduit nos personnages indépendamment, l'œil, le satellite espion de Batman, aurait été piraté par une entité inconnue permettant de connaître les faiblesses de tous les méta-humains de la Terre. Cette annonce fait l'effet d'une bombe et crée des tensions entre les super-héros qui ne s'attendaient pas à ce que Batman crée une telle chose envers ses collègues. S'ensuivent divers affrontements contre Superman qui a été contrôlé par Maxwell Lord, mettant à mal Aquaman, Wonder Woman et Flash. Batman aurait mis fin à ce bordel en brisant la nuque de Maxwell Lord. Oui, Batman aurait tué pour sauver le monde. Mais en fait, non. En effet, l'esprit de Maxwell Lord aurait été copié dans un système informatique pour fusionner avec Talia al Ghul, déclenchant en même temps l'invasion au Mac. Un nanovirus qui transforme tous les clients des restaurants Planète Krypton, la franchise de Maxwell Lord, en soldats contrôlés par ce dernier. L'esprit de Lord aurait également pris le contrôle du corps de Barry Allen. Celui-ci se serait sacrifié en courant le plus vite possible jusqu'à se consumer, détruisant le mégalo et son virus. Ainsi, Wally West l'aurait remplacé au sein de la Ligue des Justiciers. Une histoire assez excitante sur le papier, remplie de scènes épiques où nos héros se mettent sur la gueule. La pré-production avance plutôt bien jusqu'à que le studio commence à demander des changements sur le scénario, ce qui s'avère compliqué comme je l'ai dit précédemment, une grosse grève des scénaristes commence à toucher Hollywood. Ajoutez à cela les différents problèmes pour les lieux de tournage et les crédits d'impôt qui en découlent, les contrats de certains intervenants arrivant à terme et bien sûr les sempiternels différents créatifs, mais surtout ce sont deux films sortis en 2008 qui vont faire capoter le projet, The Dark Knight et Iron Man. Pour le premier, tel un raz-de-marée qui dépassera le milliard au box-office et confirmant la position de Christian Bale en Batman, aussi Christopher Nolan a un droit de regard sur les films DC et refuse de faire coexister son Batman avec la Justice League qui, selon certaines rumeurs, le film de George Miller se serait posé comme une suite. Pour le second, et ça me casse toujours les bonbons cette façon de faire, Warner a assisté au triomphe du film de Jon Favreau par son concurrent Marvel Studios, avec comme stratégie de présenter chaque Avengers avec son propre film avant de les réunir dans un film choral. Car soi-disant l'idée de les réunir d'un coup serait trop indigeste pour le spectateur, tu comprends? À ce moment-là, le projet Justice League Mortal est enterré. Bon, George Miller ne sera pas si triste puisqu'il retravaillera avec Warner Bros sur deux franchises qui lui sont chères, à savoir Happy Feet 2 et le monumental Mad Max Fury Road. En soi, le film de George Miller aurait pu contenter tout le monde avec la notion de multivers. D'un côté, la trilogie Dark Knight, sombre et réaliste de Nolan. Du coup, la vision de George Miller aurait pu proposer un univers beaucoup plus
colorés. Et attention, vu le cinéaste, coloré ne veut pas dire faire des blagues toutes les 5 minutes. Surtout que ce concept, les lecteurs de comics s'en délèguent depuis des décennies avec les différentes ères de l'univers DC. Rajoutez le fait que les séries télé se sont appropriées cette notion-là. On peut d'ailleurs voir le Flash d'Ezra Miller, la version de Zack Snyder, avec la version télé dans un épisode. Bon, finalement, Warner Bros ne prendra pas de risque et suivra le mood imposé par le Marvel Cinematic Universe avec son propre DC Extended Universe, lancé en 2013 par Man of Steel et qui tente de survivre avec plus ou moins de succès. À croire qu'à l'instar des comics qui ont bercé des millions de lecteurs, les films de super-héros se soient affranchis d'une continuité trop stricte pour le bien de leur cohérence, alors qu'à la base c'est un média qui est censé offrir une infinité de possibilités. Sûrement que dans un autre univers, le Justice League Mortal de George Miller aurait été une date dans l'histoire du cinéma. Voilà, cet épisode 9 spécial super-héros est à présent terminé, j'espère qu'il vous a plu, on like, on partage comme d'habitude. N'hésitez pas à me laisser des commentaires pour me dire ce que vous avez pensé de ces 3 projets, j'ai hâte d'avoir vos avis. Pensez à me suivre sur les différents réseaux sociaux pour suivre l'actualité de la chaîne et surtout abonnez-vous pour la soutenir. Je vous rappelle encore le magasin Shop for Geek, une bonne petite boutique en plein centre de Strasbourg, n'hésitez pas à jeter un coup d'œil, ça vaut vraiment le coup. Pour nous, on se retrouve pour une prochaine vidéo, d'ici là portez-vous bien, allez voir des films, ciao.